commencer, on va se jeter à l'eau. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus cet après-midi pour assister à cette table ronde sur la thématique l'Union européenne et le travail. Alors d'autant que quand on pense Union européenne, on ne pense pas forcément tout de suite travail. On pense marché intérieur, on pense euro, on pense Schengen, mais pas forcément travail. Peut-être parce qu'on a l'impression que les questions de travail, d'emploi relèvent surtout de la prérogative des États membres. Et puis quand on pense Union européenne et travail, c'est rarement très positif de prime abord. On pense souvent chômage qui augmente en raison de la politique d'austérité, on pense dérégulation du marché du travail et dégradation des conditions de travail, on pense travail détaché et dumping social. Donc c'est rarement positif. Alors notre objectif aussi cet après-midi, c'est un petit peu de remettre les pendules à l'heure, non pas pour faire l'apologie de l'Union européenne, mais en tout cas pour essayer de voir ce qu'elle essaye de faire dans ce domaine. D'autant qu'en fait, on a peut-être tendance à oublier que dès le départ, l'Union européenne, c'est quand même la libre circulation des travailleurs et depuis finalement l'acte unique européen, la possibilité pour chacune et chacun dans l'Union européenne d'aller chercher un travail dans un autre État membre. Et c'est quand même quelque chose qui me semble très important quand on voit que d'autres, en dehors du continent européen, risquent leur vie pour cette fameuse migration du travail. Ça me semble un acquis quand même important qu'il ne faut pas négliger. Et puis c'est vrai que l'Union européenne ces dernières années a essayé d'investir davantage le champ du social avec par exemple le socle européen des droits sociaux en 2017, l'Agence européenne du travail qui a été créée en 2019 ou par exemple en mai dernier, on y reviendra, le sommet social de Porto. Donc on a l'impression que l'Union européenne essaye de s'atteler à la tâche dans le domaine du travail. Et donc, ce qu'on va essayer de voir, c'est si c'est une réalité ou si ça reste encore largement une coquille vide. Alors, je suis très très bien entourée pour parler de tout ça aujourd'hui. Donc, merci à tous les quatre d'être venus. J'ai le plaisir donc d'avoir Claire-Vie Carneis, là à mon extrême gauche, chercheuse en affaires sociales européennes à l'Institut Jacques Delors, qui est donc un think tank européen fondé par le même Jacques Delors en 1996. Et vous avez publié dans le cadre de votre travail plusieurs articles, plusieurs notes sur ces questions, comme les jeunes face à la crise ou encore l'égalité salariale au sein de l'Union européenne, par exemple. Marcel Grignard, bonjour et merci beaucoup. Ancien syndicaliste et ancien président du think tank Confrontation Europe. Et vous avez donc fréquenté, et vous fréquentez encore depuis des décennies, le milieu de l'Europe sociale et de l'Europe du travail, en tout cas les questions de travail et de syndicats. Et vous venez de publier pour la revue Confrontation Europe un article qui est en ligne, je crois, cet après-midi, il me semble, qui s'appelle « L'impératif d'une Europe sociale ». Voilà, donc on est au cœur du sujet. Et puis Isabelle Maquet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseillère économique à la représentation de la Commission en France et vous avez travaillé pendant de nombreuses années à la Direction générale emploi de la Commission européenne. Donc, vous connaissez tous ces sujets par cœur. Merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Et puis, enfin, Eddy Vautrin-Dumaine, directeur d'études et représentant pour la France du Centre Kantar sur le futur de l'Europe et qui donc ausculte de près l'opinion publique européenne. Voilà. Alors, on va commencer par la chercheuse. Donc Claire-Vie, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner un petit aperçu historique sur le sujet? Quelles sont les compétences initiales de l'Union européenne ou au départ des communautés sur la question du travail? Bien sûr, oui, merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. Alors d'abord, il faut le dire effectivement que la construction d'une Europe sociale n'était pas une priorité en soi au début du projet européen. Il y avait plutôt cette idée que le progrès social serait le fruit du progrès économique, donc en d'autres termes que les gains générés par le marché commun permettraient aux États membres eux-mêmes de développer leur propre modèle social dont ils garderaient donc la responsabilité. Mais la dimension sociale n'est pour autant pas absente des traités fondateurs. Déjà dans le traité de Paris qui institue donc l'ACK, il y a cet objectif général
d'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre dans les industries concernées. Et dans le traité de Rome reprend aussi cet objectif général, et en plus il confère donc à la CEE, il confère un pouvoir législatif dans certains domaines sociaux qui sont considérés comme nécessaires justement, comme vous l'avez dit, pour garantir la libre circulation des travailleurs. Donc il s'agit notamment de la coordination des systèmes de sécurité sociale ou même la non-discrimination. Le traité de Rome, ce qui est très important aussi, il crée le Fonds social européen qu'on connaît encore aujourd'hui et qui était dédié à accompagner les reconversions industrielles. Donc voilà, au début, pendant les premières décennies du projet européen, un peu les 30 glorieuses, on va dire, c'était considéré comme suffisant, ou en tout cas ça semblait bien fonctionner, mais avec les crises pétrolières dans les années 70, avec donc une situation économique moins favorable, avec aussi les élargissements au sud, donc à la Grèce, à l'Espagne, au Portugal, et donc les divergences entre les États qui se sont creusées, on s'est rendu compte que peut-être finalement ces dispositions sociales n'étaient pas suffisantes, et qui plus est, finalement l'objectif 92 a aussi, donc de la mise en place du marché unique, a aussi beaucoup attisé les craintes qu'un élargissement encore, qu'un approfondissement économique pourrait avoir des conséquences sociales désastreuses s'il n'y avait pas cette jambe sociale qui était renforcée. Et donc c'est vraiment dans les années 80 et sous l'impulsion de Jacques Delors, président de la Commission européenne à partir de 1985, que les questions sociales sont arrivées en haut du débat européen. Donc, bien sûr, on pense directement aux accords de Val-Duchesse, qui marquent la relance du dialogue social européen, mais je suis sûre que M. Grignard en parlera tout à l'heure. Mais aussi en 1986, l'adoption de l'acte unique européen a introduit plusieurs nouveautés dans le volet social du projet européen, et notamment la majorité qualifiée dans certains domaines sociaux, et aussi un renforcement, on va dire, des fonds de cohésion à la fin des années 80. Et cette dynamique s'est poursuivie toujours sous l'impulsion de Jacques Delors, et notamment en 1989 avec la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, et aussi avec le protocole social annexé au traité de Maastricht en 92, qui encore une fois a renforcé le dialogue social européen, entre autres choses. Et finalement, même après le départ de Jacques Delors en 1995, il y a eu quand même cette dynamique qui a continué pendant quelques années, avec notamment le traité d'Amsterdam, qui pour sa part consacre le travail comme une question d'intérêt communautaire, et qui donc invite les États membres à coordonner leur politique en la matière. Et on peut aussi penser par exemple à la Charte des droits fondamentaux en 2001, qui a été une avancée importante. Mais après cette espèce d'âge d'or, on va dire, de l'Europe sociale, on tombe un peu plus dans la panne. Je vais quand même juste préciser qu'effectivement le traité de Lisbonne a intégré la Charte des droits fondamentaux, donc ça a été quand même une avancée, qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais en gros avec quand même d'autres élargissements, cette fois-ci à l'Est, qui ont encore creusé les divergences, plus la crise économique et financière de 2008, finalement, ça a conduit à un approfondissement de l'union économique et monétaire, mais pas du tout de l'Europe sociale. Et au contraire, des politiques austéritaires qui ont impacté des populations et même des systèmes sociaux nationaux. Et donc, le fait que M. Barroso aussi était à la présidence de la Commission n'a pas forcément aidé, parce qu'il était assez peu porté sur les questions sociales. Et donc, voilà, depuis 2017, on peut voir qu'il y a peut-être un nouvel élan pour l'Europe sociale, et je pense que c'est avec la proclamation du socle européen des droits sociaux, avec l'adoption de son plan d'action à Porto en mai dernier. Et donc je pense que c'est l'objet de nos discussions aujourd'hui, mais voilà, petite historique de l'Europe sociale. Merci beaucoup Claire Vie, quelle concision, quelle efficacité. Alors, donc Eddy, j'aimerais, moi, avoir votre réaction par rapport à tout ça, parce qu'on vient de voir ce qui a été mis en place, donc ce qui existe, mais ce n'est pas forcément toujours connu des citoyennes et des citoyens, pour lesquels, souvent, en fait, l'Europe sociale apparaît plutôt comme le parent pauvre de la construction européenne. Et donc, est-ce que vous avez, vous, des données sur ce que les citoyennes et les citoyens attendent de l'Europe en termes social, et est-ce qu'ils la considèrent même comme légitime pour intervenir, ou est-ce qu'au contraire, ils estiment que, finalement, la question du travail
travail doit rester dans le cadre des États-nations. Merci Marion, bonjour à toutes et à tous. Déjà, il y a un élément qu'il faut avoir en tête et que j'aimerais partager avec vous, c'est que la question du travail, en fait, aujourd'hui, elle est intéressante et même passionnante lorsqu'on regarde l'Union européenne, parce que finalement, elle est assez révélatrice des changements sociétaux, des changements économiques, des évolutions de la société, des évolutions des économies, et finalement, elle montre aussi toute la difficulté qu'elle a, l'Union européenne, que l'Europe, dans la forme de l'Union européenne, toutes les difficultés qu'elle a, toutes les ambivalences qu'elle a, justement pour y apporter des réponses efficaces. Efficaces, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle soit capable d'impacter le quotidien des Français, des Européens, et des réponses qui soient perceptibles. Et dès lors, quand on parle de l'Europe, la capacité des citoyens à s'emparer justement de ce que l'Europe met en place est toujours quelque chose de compliqué. Le premier élément qu'il faut avoir en tête lorsqu'on regarde les différentes études qu'on mène à l'échelon européen, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe sociale, elle est importante aux yeux des Européens, avec 88% des Européens qui considèrent que l'Europe sociale est importante. Qu'est-ce que c'est l'Europe sociale? C'est une Europe qui se préoccupe de l'égalité des chances, c'est une Europe de l'accès au marché du travail, des conditions de travail équitables et de la protection et de l'insertion sociale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important de noter, c'est que ce constat-là, il est partagé par l'ensemble des Européens, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde ces résultats-là, on n'observe aucun pays, justement, aucun citoyen plutôt des États membres qui se déclarait opposé ou qui ne considérait que, justement, cette Europe sociale, elle n'est pas importante. Donc déjà, c'est le premier élément à avoir en tête. Le deuxième élément qu'il est notable de souligner, c'est qu'aujourd'hui, les sujets justement qui sont derrière l'Europe sociale, il y a une vraie reconnaissance de l'importance de ces sujets pour les citoyens et notamment pour les Français. Et lorsqu'on interroge justement les Européens sur ce qui leur semble le plus important pour l'avenir de l'Europe, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est les soins de santé, bien évidemment, parce que l'enquête a été réalisée dans un contexte de Covid, mais ils nous disent aussi que c'est la protection sociale, que ce sont les salaires, l'éducation, la formation, l'apprentissage tout au long de la vie et le soutien actif à l'emploi. Donc ce que l'on voit, c'est que lorsqu'on interroge les Français et les Européens, ces questions-là sont des enjeux d'avenir sur lesquels justement ils sont en droit, et ils le sont d'ailleurs, en attente de mesures très concrètes, qui peuvent être contraintes d'ailleurs, des pouvoirs publics et de l'Union européenne notamment, avec un prisme très français, en tout cas, sur la protection sociale, une attention plutôt toute particulière des Français sur l'importance accordée à la protection sociale. Mais au-delà, justement, de cette importance pour l'avenir de l'Europe, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les chiffres d'une question qu'on pose aux Européens sur, justement, quels sont les éléments les plus importants pour le développement économique et social de l'Union européenne. Et ce que l'on voit là encore, c'est qu'il y a vraiment deux éléments qui sont extrêmement importants. Enfin, il y a plusieurs éléments, mais deux notamment qui sont marquants. C'est d'abord pour les Français notamment, mais pour les Européens aussi, l'égalité des chances et l'accès au marché du travail. Et ça fait du coup écho à ce dont parlait Marion tout à l'heure, avec encore une fois un tropisme très français sur les questions d'égalité. Et aussi, avec des niveaux à peu près similaires, des conditions de travail équitables et le niveau de vie des personnes dans l'UE. Avec, bien entendu, toujours la question des soins qui suit inévitablement derrière. Mais ce que ça montre, c'est que finalement, ces questions sociales et ces questions de l'emploi, elles font partie de l'avenir de l'Europe, elles font partie des attentes que les Européens ils expriment à l'égard de l'Union européenne. Ça, c'était pour le constat. Ce qui est important aussi, justement, pour pouvoir regarder devant, et puis pour pouvoir être capable de tracer un chemin, en tout cas d'arriver à se projeter, et on sait que c'est l'un des enjeux de l'Union européenne, c'est de voir justement si les Européens et les Français, bien entendu, considèrent que l'Europe, elle est légitime à agir sur un certain nombre de domaines. Et ce qui est intéressant, c'est que, à l'exception d'un domaine, et peut-être de deux domaines, en tout cas d'un domaine sûr, les Européens, ils considèrent, ils sont majoritairement favorables à l'idée qu'il faut qu'il y ait davantage de décisions prises au niveau européen, s'agissant de la protection de l'environnement et de la réduction du changement climatique, mais aussi sur le fait de promouvoir des conditions de travail décentes dans l'Union européenne et à l'étranger. On a
74% des Européens, donc plus des près des 3/4 des Européens qui considèrent que l'Europe doit avoir davantage de pouvoir de décision au niveau européen. Donc c'est un chiffre qui est absolument considérable. C'est aussi le cas pour le fait de promouvoir l'égalité des traitements entre les femmes et les hommes, 70% au niveau européen. Le fait de stimuler l'investissement durable et la création d'emplois, le fait de soutenir l'éducation et la formation, et ensuite le fait, mais dans une moindre mesure, de traiter les questions de santé et enfin de promouvoir la transition numérique et l'automatisation. Donc on le voit justement, au-delà de cette importance-là, il y a aussi la question de la légitimité qui se pose et pour lesquelles les Européens nous disent que oui, ils y sont favorables à ce que l'Union européenne s'emprenne de ces sujets-là et qu'elle ait davantage de pouvoir de décision. Il y a un élément toutefois qui est intéressant de souligner, c'est celui justement des questions qui sont liées à la sécurité sociale. Et là, pour le coup, c'est vraiment un sujet sur lequel les Européens sont plus partagés sur la montée en puissance de l'Union européenne. C'est cet item-là, cette thématique-là, avec, pour le coup, vraiment un tropisme français extrêmement important en la matière, où pour le coup, on a aujourd'hui 59% des Européens qui considèrent qu'il faudrait qu'il y ait davantage de décisions prises au niveau européen, alors qu'en France, il y a seulement 48% des Français qui pensent, qui partagent cet avis-là. La France est le seul pays où les citoyens ne sont pas majoritaires à considérer que l'Union européenne devrait monter en compétence là-dessus, et ça montre aussi, avec les pays nordiques notamment, les craintes dont parlait Marion en introduction, justement, que les citoyens français, mais pas seulement, les Danois, les Suédois et d'autres, expriment justement sur le fait qu'une montée en compétence de l'Union européenne sur ces questions sociales, sur ces questions de la sécurité sociale, puisse justement se traduire à terme par une baisse ou un nivellement par le bas. Et là, c'est vraiment un élément sur lequel il y a des craintes aujourd'hui et sur lequel, finalement, aujourd'hui, les Français notamment, mais les Européens du Nord de manière un peu plus générale, ont le plus de doutes et verraient d'un œil moins favorable finalement une montée en puissance de l'Union européenne, même si, encore une fois, on a quasiment un Français sur deux qui s'y déclare favorable. Donc voilà, brièvement, pour ce qu'on peut observer de ce que nous disent les citoyens européens et les citoyens français. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors, justement, Isabelle Maquet, Eddy vient de nous dire que, en gros, les Européens sont largement favorables à l'Europe sociale et considèrent que l'Union européenne est légitime pour agir. Or, on a juste ce paradoxe, me semble-t-il, c'est que les Européens ont des attentes, mais l'Union européenne n'a pas forcément les compétences pour les satisfaire. Et il y a cette crainte, effectivement, d'un nivellement par le bas. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ces points et puis peut-être nous expliquer un peu comment la Commission européenne et l'Union, de manière générale, a répondu à ces attentes au fil des décennies en termes de, notamment, par exemple, de conditions de travail? Oui, alors en effet, comme Claire Vie l'a expliqué, si on repart vers les traités, dans l'article 3, il est prévu que l'UE a le devoir de promouvoir une économie sociale de marché hautement compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social. C'est de là qu'on part. Quels sont les outils de l'Union européenne pour promouvoir ce plein emploi et ce progrès social? Alors, elle marche sur 3 jambes. Il y a la législation dont on a beaucoup entendu parler. Et là, l'Union européenne a des compétences limitées, dans le sens qu'elle peut promouvoir sous la forme de directives. Donc, la directive, ce n'est pas du droit qui s'applique directement, c'est un droit qui doit être transposé dans l'État membre. Donc, ça ne veut pas dire harmonisation. Ça veut dire on se met d'accord sur des objectifs et les législations nationales doivent se mettre en ordre de marche pour garantir des droits minimaux au sein de l'Union européenne et l'égalité de traitement. C'est un levier que le droit européen dans le domaine du travail et de l'emploi utilise beaucoup. Les domaines dans lesquels l'Union européenne est compétente, c'est la santé et la sécurité au travail, qui a un effet vraiment concret et réel, mais peu de travailleurs européens en sont conscients. Des conditions de travail, comme le temps de travail, le temps partiel, les contrats de durée déterminée, etc. Et un aspect aussi très important qui concerne l'information, la consultation et la participation des travailleurs. Donc l'Union européenne définit un peu le
le type d'information que le travailleur doit recevoir en termes concernant ses relations de travail. L'Union européenne est aussi compétente en termes d'égalité hommes-femmes et sur évidemment la mobilité des travailleurs dans l'UE. Le deuxième grand pilier, instrument que l'Union européenne a pour promouvoir ce progrès social et ce plein emploi, c'est la coordination des politiques. C'est un outil qui est plus puissant qu'il n'en a l'air et d'autant plus que cette année, avec le plan de relance, on a pu faire le lien entre des objectifs politiques ou des recommandations au pays, des objectifs de réforme et un levier financier très puissant. La troisième jambe de l'action de l'Union européenne dans le domaine, c'est la gestion des fonds européens, comme il a été rappelé. Le Fonds social européen existe depuis la création de la CEE. Et promeut donc la formation et soutient les travailleurs dans toute l'Union européenne. C'est un instrument de solidarité entre pays territorial puisque l'argent est réparti en fonction des besoins et les régions qui sont le plus en retard reçoivent plus d'argent. Donc ça, c'est les trois leviers. Ces trois leviers, depuis 2017, ils sont organisés dans un socle européen des droits sociaux qui, en 20 principes organisés en 3 domaines, rappelle tous les objectifs de l'Union européenne et de tous les pays membres de l'Union européenne en termes de droits sociaux. Donc ça couvre l'égalité d'opportunités et l'accès au marché du travail, ça couvre les conditions de travail décentes et la protection et l'inclusion sociale. Ce qui est intéressant dans ce pilier des droits sociaux, c'est que pour la première fois, l'Europe met sous un même parapluie, un socle, l'ensemble des outils législatifs et non législatifs. Parce que dans certains domaines, elle n'a pas de compétences, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'agit pas. Ce socle européen des droits sociaux a été renforcé à Porto par l'adoption d'un programme de travail, d'un programme d'action qui contient tout un tas un certain nombre d'initiatives sur lesquelles je vais revenir, mais par exemple, il y a une initiative actuellement sur le salaire minimum, sur les travailleurs de plateforme, sur la garantie enfants. Toutes ces actions en cours, dont certaines vont être prises par la présidence française, vont être des moments clés de l'Europe sociale. Et au sommet de Porto, les chefs d'État et de gouvernement se sont aussi mis d'accord sur 3 grandes cibles qui vont un peu orienter leur action. C'est un taux d'emploi de 78% pour 2030, 60% d'adultes en formation chaque année d'ici 2030. On en est très loin, donc c'est un objectif très ambitieux. Et 15 millions de personnes qu'on va sortir de la pauvreté et de l'exclusion d'ici 2030. Donc pour expliquer ce qui oriente l'action de l'Union européenne, de la Commission européenne, donc c'est l'exécutif de l'Union européenne. La Commission, elle agit sous l'impulsion des politiques des États membres, donc elle est le reflet des hommes politiques et des gouvernements qu'on a élus, en réponse au contexte économique évidemment, et parfois, elle a, dans le domaine du droit de travail, elle a une impulsion qui vient du dialogue social. Donc, et aussi, dans certains domaines, le droit du travail international influence son action. Comment le contexte politique a évolué ces dernières années? Bon, on peut penser on peut aller par commission. Il y a eu Barroso I et Barroso II, c'était un peu les années disettes de la politique sociale. Et en 2004-2005, il y a eu l'idée de recentrer la stratégie de Lisbonne sur la croissance et l'emploi, avec l'idée que si la croissance va, il va y avoir une sorte de ruissellement et que tout ira mieux au niveau social. Et ça a correspondu un peu à un gel du volet législatif de l'Europe sociale. Avec Barroso II, malgré au début de la crise, on rentre dans la crise début des années 2000, fin des années 2000, début 2010, malgré la cible Europe 2020 de la stratégie d'Europe 2020 qui était de réduire la pauvreté,
la politique de retour rapide à l'équilibre budgétaire a un peu mis à mal, dans les faits, le progrès social dans les États membres. Enfin, en 2014, quand Juncker arrive à la présidence de la Commission, il prend acte des effets prolongés de la crise. Le contexte politique a changé et il relance l'Europe sociale. En relançant le dialogue social, en faisant aboutir certaines directives très importantes, dont je peux donner un exemple, qui ont amélioré les droits des travailleurs, et il a adopté le fameux socle européen des droits sociaux. Madame von der Leyen, en arrivant, avait aussi une ambition sociale assez forte, et la pandémie a redonné un coup de pouce et un coup d'accélérateur à deux aspects dont je n'ai pas encore parlé. C'est la solidarité financière entre les États membres, avec deux dispositifs très importants, qui sont le dispositif SURE et le plan de relance Next Generation EU, dont je vais reparler. J'ai encore du temps? Je suis un peu trop longue là. Non, mais en plus, j'aurais bien aimé qu'on évoque un peu quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre en France. C'est un peu moins le cas aujourd'hui, c'est la question du travail détaché. Parce que cette directive, c'était vraiment le bouc émissaire, on peut dire, sur la question du dumping social dans l'esprit de certaines opinions publiques, mais sans doute en partie à juste titre. Et donc, ça a été révisé. J'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi, éventuellement, maintenant, c'est mieux qu'avant. D'accord. Donc, en fait, dans le domaine du droit, l'objectif de convergence vers le haut des conditions de vie et de travail via le marché unique et le rapprochement des dispositions nationales doit tenir compte des spécificités nationales, donc ça, on ne peut pas proposer d'harmonisation, et de la nécessité de préserver la compétitivité dans l'Union européenne. Donc ça, c'est un peu le bas qui blesse. Pour prendre un exemple qui illustre très bien cette tension entre la logique de concurrence sur le marché des biens et services et la garantie et l'objectif de convergence vers le haut des droits sociaux, on peut parler de la directive des travailleurs détachés. Donc ça concerne le droit et les conditions de travail des travailleurs qui sont détachés dans le cadre d'un service. Par exemple, vous construisez une route, vous faites appel à une entreprise ailleurs qui est dans un autre pays de l'Union européenne, et parce que les normes sociales sont plus basses, elle a un avantage compétitif. Et c'était le cas très fortement avant la révision de la directive, mais en 2017, la directive a été revue et a nettement amélioré les choses. Premièrement, elle étend le champ de protection des travailleurs détachés sur le principe d'un salaire égal à travail égal. Avant, l'entreprise était seulement obligée de payer ses travailleurs détachés au niveau du salaire minimum. Aujourd'hui, il doit y avoir égalité de rémunération avec tous les éléments de la rémunération entre le travailleur détaché et le travailleur local. Il doit avoir les mêmes avantages en termes d'heures supplémentaires, de congés payés. La seule partie qui échappe à la directive, c'est les cotisations de sécurité sociale, qui maintient un petit problème d'égalité. Mais on peut dire qu'avec la directive de 2017, la protection et l'égalité de traitement entre travailleurs détachés et travailleurs locaux a fait un bond en avant, et que maintenant l'écart de conditions est bien différente. Il y a une autre disposition qui améliore les choses, c'est qu'au bout de 12 mois, c'est-à-dire que le travail détaché est limité à 12 mois, au-delà de 12 mois, le travailleur détaché doit être traité exactement comme un travailleur local. Et un autre point positif aussi, c'est que les accords collectifs à portée générale s'appliquent aussi aux travailleurs détachés. Donc,
Il y avait une problématique travailleurs détachés qui n'a pas complètement disparu, mais qui a été nettement améliorée par la directive de 2017 sous l'impulsion de la Commission Juncker. Un autre aspect de cette directive, c'était sa mise en œuvre, puisque c'est les États membres qui sont chargés de la mise en œuvre. Il y a des dispositions dans la nouvelle directive qui obligent ou qui demandent aux États membres de renforcer leur capacité d'inspection. Et au niveau européen, on a créé une autorité européenne du travail qui aide, soutient les États membres dans leur rôle d'inspecteur du travail et qui, le cas échéant, organise des inspections conjointes. Donc ça, c'est un effet, je pense, assez concret sur ce problème spécifique du travail détaché. Merci beaucoup Isabelle. Oui, parce que c'est vrai qu'on a quand même souvent une distorsion finalement entre le droit et la réalité des choses. Peut-être Marcel pourra nous en dire un peu plus là-dessus. Alors Marcel, justement, vous avez une expérience de syndicaliste et donc j'aimerais bien aussi que vous nous en fassiez profiter à travers ce que vous avez pu vivre dans le cadre du dialogue social européen. Qu'est-ce que c'est vraiment ce dialogue social européen? Qu'est-ce que ça revêt? Et qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne, en gros, la Confédération européenne des syndicats? Parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont souvent peu médiatisées et on n'a pas beaucoup d'éléments concrets là-dessus. Merci Marion, bonjour à tous. Le dialogue social européen, donc, qui implique à la fois les employeurs ou leurs représentants et les travailleurs ou leurs représentants, au niveau européen, se déroule en fait à 3 niveaux. Il y a le niveau européen interprofessionnel, donc qui va couvrir l'ensemble des travailleurs européens. Il y a ce qui peut se passer au niveau des branches professionnelles, notamment le dialogue social sectoriel. Et puis, il y a ce qui se passe au niveau des entreprises, à travers notamment les comités d'entreprise européens. Et on pourrait rajouter ce qui se fait vraiment au niveau national et quelle est l'articulation entre ce qui se décide, ce qui se fait, ce qui s'oriente au niveau européen et à quoi ça aboutit au niveau national. Alors, la plus grande source qui va impacter les travailleurs, c'est ce qui se passe au niveau interprofessionnel, donc qui couvre l'ensemble des travailleurs au niveau européen. Et comme Claire-Ville l'a dit, il faut partir des années de l'or, et notamment du protocole de Maastricht, pour voir que c'est un outil extrêmement important. Parce que ce que dit le protocole de Maastricht, c'est que si la Commission européenne veut légiférer sur le terrain du social, donc s'il veut élaborer des ordonnances, il doit auparavant en saisir les partenaires sociaux, vérifier s'ils veulent ou pas négocier sur le sujet, et dans le cas où ils veulent négocier, attendre le résultat de cette négociation. Et si on aboutit à un accord, transposer cet accord dans le droit européen à travers la directive. Donc c'est un moyen pour les partenaires sociaux européens de dialoguer, de discuter, de négocier, de conclure un accord et de voir leur accord devenir du droit dur européen. Enfin, dur dans la mesure où Isabelle le présentait. Donc, c'est ce qui se passe à partir de 1991. Et puis, en 2000, les partenaires sociaux franchissent une nouvelle étape, entre la CES et Business Europe notamment. On décide à ce moment-là, non plus seulement de négocier quand la Commission se décide de saisir d'un problème, mais les partenaires sociaux décident de se doter d'un agenda qui leur est propre et de conclure ce qu'ils appellent des accords autonomes. Alors, tout ça aboutit à quoi? Ça aboutit à beaucoup de choses. Ça a déjà été très largement dit, je ne rentre pas dans le détail, mais sur le travail atypique, sur le temps partiel, sur la question des CDD, de l'usage des CDD, le télétravail, le congé parental. On a une très très grande liste d'accords qui ont été conclus à ce niveau-là et qui ont été repris dans des directives. Et ça marche toujours puisque très récemment, les partenaires sociaux ont conclu au niveau européen un accord sur la numérisation de l'économie, un accord autonome, décidé dans leur coin, qui est dans la phase d'application. Il faut apprécier ces textes-là, de mon point de vue, à 3 niveaux. Le premier, c'est est-ce que ces accords et ces droits nouveaux améliorent sensiblement ou pas la situation des travailleurs partout en Europe? Alors la question est non. La question est, très souvent, ça améliore très sensiblement la situation de travailleurs dans certains pays et pas dans d'autres, parce qu'il y a des pays qui étaient déjà très en avance.
Pour autant, est-ce que les pays où apparemment le droit ne bouge pas ne sont pas concernés? Si, évidemment, pour deux raisons. Parce que quand on a un droit national qui est très supérieur à ce qui se passe chez ses voisins européens, il est en fait fragile et menacé. Et donc le fait de se retrouver dans un bain commun plus large, ça consolide la situation nationale. Et il y a un deuxième effet, c'est que plus la situation des travailleurs dans les pays voisins devient solide et structurée, avec des droits qui ressemblent à ceux qu'on a, plus on réduit les tensions entre les travailleurs des États différents. Et donc, alors, ce n'est pas toujours perçu comme ça. Les travailleurs européens ont souvent la peur, et ça a déjà été dit, que quand on négocie quelque chose au niveau européen, ça va fatalement être quelque chose qui est plus large et que ça va amoindrir les droits. Non, ça ne fait que les consolider, même quand ce n'est pas son droit direct qui est touché. Le deuxième grand niveau, ce sont les accords sectoriels. Il y en a relativement peu, il y a beaucoup de dialogues sectoriels. Il y a une trentaine ou une quarantaine de comités de dialogue sectoriels dans l'industrie, dans les services, les banques, etc. Ça produit relativement peu. On cause, c'est intéressant, on échange des points de vue. Des fois, on oublie d'en échanger. Par exemple, le comité sectoriel des banques n'a rien fait quand il y a eu le crack de 2008. C'est la commission qui a traité ces affaires-là dans son coin avec les entrepreneurs, c'est-à-dire les banques, et puis les travailleurs qui ont traité ça localement avec leurs employeurs. Mais le comité sectoriel n'a pas travaillé là-dessus, et la commission ne l'a pas incité non plus à faire. Et puis le troisième niveau, ce sont les comités d'entreprise européens. Et donc, dès que dans une entreprise de dimension européenne, c'est-à-dire qu'il y a au moins des établissements dans 2 pays de l'Union européenne, au moins 1000 travailleurs, dont au moins 150 dans un pays européen, on met en place un comité d'entreprise européen. Donc, il y en a, ça a déjà une trentaine d'années, tout ça. Il y en a plusieurs milliers. Ça produit quoi? Ça produit de la relation, c'est intéressant. Parce que les gens se découvrent entre Européens. Il y a une bien meilleure connaissance de la situation de l'entreprise dans laquelle on est, de ses différences, de ses enjeux. Ça donne lieu obligatoirement à de l'information-consultation sur les événements importants qui vont se dérouler dans l'entreprise. Donc tout ça est très positif. Mais au-delà de ça, qui est un peu gentillet, ça a du mal à produire autre chose. Ça a du mal à produire autre chose. C'est-à-dire que les employeurs, et sans doute en partie les organisations syndicales, n'en ont pas fait un lieu de co-construction d'une culture commune au niveau de l'entreprise. Ils n'en font pas ça. Ils aiment bien se rencontrer, mais après, ils rentrent vite chez eux et ils reviennent à leurs affaires domestiques. Et puis, ce qui est extrêmement dommage, c'est que ces milliers de comités d'entreprise européens, qui impliquent donc des milliers de DRH, de responsables d'entreprise, de syndicalistes ou de non-syndicalistes, parce qu'il y a des pays où les représentants au comité d'entreprise ne sont pas des syndicalistes. La France est un pays à part sur un certain nombre de sujets, et pas le seul, mais... Cette histoire-là aurait pu amener un début de culture sociale européenne, notamment en termes de dialogue social. Il y en a à peu près rien. Alors pourquoi est-ce que le dialogue social européen c'est facile ou compliqué? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors ça se passe essentiellement entre la CES et Business Europe. C'est un peu plus compliqué, mais pour simplifier. Mais il ne faut jamais oublier la Commission. Pourquoi la Commission? Parce que quand la Commission décide de légiférer sur le terrain social, je l'ai dit il y a 2 minutes, elle demande aux partenaires sociaux s'ils veulent négocier ou pas. En fait, la présidence Delors nous a montré que cette menace de la Commission était un vrai levier. Parce que les partenaires sociaux n'ont pas toujours envie de se délaisser d'un sujet qu'ils pourraient traiter et parfois peuvent considérer qu'ils prennent un risque en laissant le législateur décider tout seul dans son coin. Et donc c'est un vrai levier. Mais si la Commission n'utilise pas le levier est absent. Et ce que vous disiez, Isabelle, est très vrai. On a vu pendant les années Barroso le levier vraiment rouillé. Et Juncker a dû mettre beaucoup d'huile dans les rouages pour relancer la mécanique. L'autre très grande difficulté, la CES, c'est la Confédération européenne des syndicats, c'est elle qui négocie. Son président actuel est un Français, Laurent Berger. C'est une organisation qui, à Bruxelles, a 7-8 permanents qui dirigent l'organisation au quotidien. Puis elle a un staff technique derrière.
c'est environ 70 organisations différentes de 39 pays différents, parce que non pas que tout d'un coup l'Union européenne aurait 39 membres, mais des pays comme la Suisse, qui n'en sont pas peut-être encore pour longtemps, ou la Turquie, les syndicats sont membres de la CES. Et donc, quand il faut négocier, il faut d'abord négocier entre organisations syndicales pour se mettre d'accord sur un terrain d'entente. Or, Gerville l'a dit tout à l'heure, les situations sociales sont extrêmement différentes, les situations économiques sont très différentes, et les cultures de négociation, les cultures sociales sont extrêmement différentes. Et donc, trouver le point commun entre le destin national et le destin européen ne va pas de soi. Et finalement, les syndicalistes européens ont à peu près les mêmes difficultés que les dirigeants nationaux ou les dirigeants européens à trouver la bonne adéquation entre le respect des cultures nationales, de l'intérêt national, mais dépasser cet intérêt national pour construire un destin commun en Europe. C'est extrêmement compliqué. Et côté patronal, c'est pas plus simple, c'est même un peu pire, parce qu'il y a une réticence de quelques patronats nationaux à un dialogue social structuré et à un dialogue social qui produit de la norme. Et donc, en fait, pour construire le dialogue social européen, il y a un débat qui n'est pas tranché, qui est extrêmement difficile, entre qu'est-ce qui doit être du droit dur, qu'est-ce qui doit être de l'incitation. Les syndicalistes se rangeant plutôt dans le camp de « il faut beaucoup de droits durs », le patronat plutôt dans le camp de « il ne faut que de l'incitation ». Mais la régulation européenne nécessite les deux à la fois. De la régulation claire pour éviter que l'Europe du marché soit l'Europe de la concurrence sociale, mais il faut de la souplesse pour tenir compte d'une Europe qui est extrêmement diverse, qui a des cultures très enracinées, et que les différences culturelles, sociales en Europe ne sont pas que des méfaits, sont aussi des histoires d'hommes et de femmes qu'il faut faire perdurer. Donc tout ça fait que les choses sont assez compliquées, mais j'étais assez long déjà, non? Tout à fait. Voilà. Mais ça produit beaucoup, hein, ça produit beaucoup. Merci, mais de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion éventuellement d'y revenir. Alors, j'ai noté cette phrase qui résume, en fait, vous disiez sur la question du travail, mais moi qui suis plus généraliste de la construction européenne, pour moi, ça résume tout le problème de la construction européenne. Trouver le chemin entre respect des cultures nationales et destin commun européen. Je pense que ça s'applique à peu près à toutes les politiques de l'Union européenne et c'est la grande aventure, finalement, des décennies de construction européenne. Alors, Eddy, je reviens vers vous parce que j'aimerais savoir si vous avez, vous, des données récentes sur la perception par les citoyennes et les citoyens de ce qui a été entrepris par l'Union européenne dans le contexte de la pandémie, qui a eu évidemment des effets sociaux importants et des effets sur le travail, hein, à la fois chômage partiel, télétravail, etc. Est-ce que les citoyennes et les citoyens ont conscience de ce qui a été mis en œuvre par l'Union européenne et, et comment juge-t-il cette réaction de l'Union européenne face à tous ces nouveaux enjeux depuis 1 an et demi? Alors la réponse est toute simple et elle est non, de manière assez générale pour l'ensemble des citoyens européens et encore plus pour les Français. L'idée n'est pas de vous assommer avec des chiffres, mais à titre d'illustration, il y a seulement 21% des Français justement qui ont entendu parler du socle européen des droits sociaux. C'est un niveau de notoriété qui est extrêmement faible, 21% pour les Français, 29% pour la moyenne des pays européens. Les plus studieux ou les plus hypocrites, je ne saurais pas me prononcer, sont les Hongrois ou les Polonais et les Grecs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai problème de notoriété, comme souvent, lorsque l'Union européenne agit, et ce qui montre aussi qu'au-delà de la question de sa capacité à aborder un sujet, il y a une vraie question à chaque fois pour l'ensemble des politiques publiques européennes à les faire connaître aux Européens, aux Français le cas échéant, et surtout à les inscrire dans une réalité qui serait la leur, dans la réalité de leur quotidien. Et on le voit là-dessus, tous les experts des politiques publiques, de la scène européenne,
sont d'accord pour dire qu'avec la crise sanitaire, un gap, un bond en avant a été franchi, notamment avec la mutualisation des dettes, notamment avec le plan de relance européen. Et force est de constater aujourd'hui que ce n'est pas toujours évident, que les opinions publiques n'arrivent pas à suivre justement ce mouvement-là, et qu'il y a une ligne de clivage qui n'arrive pas encore à être passée. Donc la réponse est non. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir en tête que ce constat-là, il est aussi lié à un certain nombre de représentations qui sont liées à la fonction même de la création de l'Union européenne. Très concrètement, quand vous interrogez aujourd'hui des Européens ou des Français dans des enquêtes qualitatives, quand vous leur dites qu'est-ce que c'est l'Europe, c'est la paix et c'est un marché commun. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, aujourd'hui l'Union européenne avant les communautés, elles ont d'abord été construites, et c'est encore quelque chose qui est extrêmement marquant dans les opinions publiques, pour créer du dialogue entre des États autrefois ennemis, ou en tout cas en guerre. Et le stade d'après, ça a été de fonder un marché commun, de fonder justement, ou de rendre possible cette libre circulation dont Marion parlait en introduction, des hommes et des capitaux. Et la prochaine étape, du coup, qui reste encore à construire, qui n'est bien entendu pas impossible, ça sera celle justement d'accompagner le quotidien, que ce soit dans la sphère professionnelle, dans la sphère des droits du travail, des droits sociaux. Ça peut être aussi la sphère culturelle, ça peut être la sphère de l'énergie, qui est un enjeu capital pour l'Union européenne, mais en tout cas, au-delà de cette question de la paix, du dialogue entre les nations, il y a aujourd'hui des éléments qui sont beaucoup moins palpables dans l'Union européenne et auprès des citoyens français, notamment. Merci beaucoup. Donc la réponse est non. Donc effectivement, on pourrait en reparler éventuellement avec Isabelle. Il y a un problème de communication de la part de l'Union européenne et peut-être de la Commission. Marcel, je reviens vers vous déjà. Je ne vous laisse pas vous reposer très très longtemps. Parce que je voulais rebondir sur cette histoire de la pandémie et donc des choses très actuelles et avoir votre sentiment sur les enjeux majeurs aujourd'hui pour l'Union européenne quand on a préparer cette table ronde, vous m'avez dit, il y a une aspiration des citoyens à vivre correctement et il y a au contraire l'impression que le social demeure une variable d'ajustement et on s'en tirera pas si on en reste là. Alors j'aimerais bien que vous développiez un petit peu sur ce point. Je ne savais pas que j'avais dit ça comme ça, mais je confirme mes propos. Pour faire simple, et en quelques minutes, parce qu'il faudrait des heures, premier point, la Commission, les institutions européennes, les États membres ont plutôt bien réagi à la crise sanitaire qui nous a frappés. Et donc, c'est un point d'optimisme, un levier d'action que de considérer qu'il ne faut pas désespérer, on peut vraiment faire bien. Une fois que j'ai dit ça, moi, je voudrais essayer de faire comprendre mon propos autour de 3 points. Le premier point qui est une évidence, on est à la veille de transformation, d'une mutation de nos systèmes socio-économiques redoutables à travers les enjeux environnementaux, climatiques, à travers la révolution numérique. Donc, dans les mois et les années qui viennent, partout en Europe, ça va se transformer dans un climat mondial pas facile, puisque coincé qu'on est entre la Chine et les États-Unis, et dans une Europe qui pèse assez peu sur le champ de la mondialisation. Et donc la question de comment est-ce que l'Union européenne va vivre cette mutation extrêmement importante et qui va impacter beaucoup de travailleurs, est-ce qu'elle va être le signe pour les Européens d'une capacité de déboucher sur des changements importants qui ne sont pas faciles à vivre, mais malgré tout une forme de progrès. Et quand on pose cette question-là, se pose la question du travail, de son sens, de la manière de le faire. Et donc la question du social, telle que le vivent les travailleurs. Les travailleurs ne vivent pas le social à partir des directives ou du socle social européen, ils le vivent à partir de ce qu'ils vivent au quotidien, même s'il faut faire connecter les deux. Le deuxième point, qui est quand même un trait caractéristique de l'Europe, et Clairville l'a bien dit dès le départ, on est structurellement bancal. On confie à la Commission la réalisation du marché unique, donc le rôle économique, mais le social reste aux mains des États membres. Et les États membres ne se seraient pas privés d'utiliser cette possibilité d'ajustement social pour faire face aux concurrences de tout poil qu'il y avait au sein de l'Europe. On a des exemples multiples.
C'est l'Allemagne qui décide tout d'un coup de transférer sur la TVA une partie des charges sociales payées sur les salaires et qui fait de la déflation salariale immédiatement. C'est la Hongrie qui imagine une gestion des heures supplémentaires ubuesque, mais qui permettrait aux entreprises sous-traitantes de l'automobile d'avoir un gain de compétitivité coût remarquable qui sert l'industrie allemande. Bon, on a ça tous les matins. Tous les matins. Et alors qu'on avance sur une probable et souhaitable début d'harmonisation fiscale internationale, le social risque de rester en marge, comme une variable de concurrence. Et le troisième point qui me semble essentiel, c'est que le social pourrait être la victime de la montée en compréhension et en enjeux des enjeux environnementaux. À travers le Green Deal, la Commission fait une démarche extrêmement importante par rapport à ce qu'elle avait avant en direction du climat. Je ne rentre pas dans le détail, vous connaissez sûrement tout ça. Mais peut-être je suis trivial, mais ce qui a fait force de l'action politique dans la pandémie, c'est qu'elle touchait systématiquement ou potentiellement l'ensemble des citoyens, quelle que soit leur situation, leur pays, leur niveau social. Je pense qu'on va voir la même chose avec la question environnementale parce que les conséquences touchent tout le monde, quel que soit le pays où on vit, quel que soit son statut social. Mais on peut être dirigeant économique, considérer qu'il faut une économie décarbonée et dormir tranquille, même s'il y a des gens qui crèvent de faim à sa porte. Et si l'Europe n'y prend pas garde, elle risque de rester sur une trajectoire où elle tente de bien faire les choses, mais où la dimension sociale reste une variable d'ajustement à des bouleversements considérables de nos économies qui risquent de provoquer des véritables chaos. Et donc, moi, il me semble que notre histoire européenne nous oblige à penser autrement la question sociale que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, au moins dans deux directions. La première, c'est de se saisir du travail, non pas à travers ses conditions, mais en faisant en sorte que la très grande individualisation du travail qui s'opère et le besoin que partout en Europe, les travailleurs considèrent qu'ils ont leur mot à dire sur l'organisation de leur travail, deviennent un des leviers de l'action européenne. Comme, à partir de là, elle doit pouvoir renouveler une vision du dialogue social, beaucoup moins institutionnelle, mais qui permet l'engagement des parties prenantes et des parties existantes dans l'entreprise. Et c'est possible au niveau européen parce que les entreprises sont en train de se transformer. Elles ne font plus que du Green Deal de façade. Elles s'engagent vraiment, au moins pour partie. Et les autres vont y venir. Et il faut qu'on soit en situation, si on veut que le social ait sa place et que l'Europe de demain soit dans la continuité de l'humanisme des Lumières, qu'on traite d'un pied d'égalité les questions environnementales, sociales et économiques ensemble. Ça veut dire de manière complètement décloisonnée et dans des compromis équilibrés qui tiennent compte des trois éléments. Merci beaucoup, Marcel. Alors, Eddy voulait réagir sur ça. Merci Marion. Effectivement, donc tout à l'heure, on disait qu'il y avait un enjeu de notoriété autour de ce qui avait été fait, et il y a un enjeu de réassurance, voire même d'assurance, justement, sur la capacité qu'aura l'Union européenne à se saisir de ce sujet-là. Deux exemples, un constat et plutôt un chiffre qui nous permet d'être optimistes et qui corrobore ce que vous venez de dire. Le premier, c'est que lorsqu'on interroge les Européens justement sur l'hypothèse, à l'horizon 2030, s'ils pensent que l'Europe elle sera plus sociale, il y a plus d'un tiers des Français et il y a plus d'un tiers des Européens, et c'est encore plus vrai pour les Français, qui en doutent. Donc ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a des doutes sur la capacité de l'Union européenne, des politiques qu'elle met en place, à endosser justement ce fameux rôle de progrès dont vous parliez tout à l'heure. Le deuxième élément qui est extrêmement important d'avoir en tête, c'est que avec la question environnementale, on touche là à un sujet où l'Union européenne est perçue par les Européens et par les Français comme étant un sujet dont seule l'Union européenne est crédible et légitime à s'en saisir.
Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est que lorsqu'en fait on interroge les Européens sur quel est l'échelon, si vous voulez, sur lequel il faudrait agir sur un certain nombre de thématiques, dès lors que l'on parle d'environnement, seul l'échelon européen est considéré comme étant viable et crédible sur le long terme. Et donc là, il y a une réelle opportunité pour l'Union européenne d'être capable, 1, de se saisir de cette question-là, d'apporter 2, des éléments de réassurance, 3, accessoirement, d'embarquer la jeunesse, parce qu'on sait aussi très bien que c'est un élément qui est extrêmement structurant pour les plus jeunes, et on sait que si jamais, justement, je parlais tout à l'heure de pays de marché commun, si on veut aussi faire en sorte que les jeunes reviennent, ou viennent plutôt davantage vers l'Union européenne, il faut aussi être capable de leur parler avec des arguments qui font mouche. Or, ce que l'on voit dans les enquêtes, c'est que l'environnement est celui qui, à date, fait mouche. Et puis, troisième élément aussi, c'est que vous parliez tout à l'heure de la place de l'Europe entre les États-Unis et la Chine. Et ça, c'est aussi un autre élément, au-delà de la question environnementale, sur lequel l'Union européenne est considérée comme étant légitime et crédible, justement, pour agir, y compris sur la sphère sociale, y compris sur le monde du travail. Merci beaucoup, Eddy. Alors, Isabelle, je me retourne vers vous parce que justement, on vient de parler avec Marcel et Eddy du lien entre environnement et social, la nécessité de faire le lien entre les deux. Et il me semble que justement, c'est ce qu'on essaye de faire avec le plan de relance. Oui, donc ce qui a été dit est extrêmement vrai. Et c'est pour ça que la Commission européenne et au niveau de l'Union aussi, on s'en préoccupe. Et il y a des outils concrets qui ont été proposés. Déjà, je voudrais juste rappeler que dans le pacte Fit for 55, j'ai perdu mon micro. Dans le pacte Fit for 55, qui n'est pas un programme de fitness pour les plus de 55 ans, mais qui est un plan d'action très ambitieux pour atteindre l'objectif de réduire les émissions carbone de 55% d'ici 2030. La Commission a proposé qu'une partie des recettes du marché carbone et de la taxe carbone aux frontières soit utilisée pour un fonds de solidarité qui serait destiné à absorber les coûts sociaux de la transition verte. Donc il y a un plan vert. Et la deuxième, un autre aspect que je voudrais souligner, c'est qu'avec les plans de relance, qui sont financés pour la première fois, comme ça a été expliqué, par une dette commune. Ça a été vraiment un pas très important. Les 27 ont décidé d'emprunter en commun et de redistribuer selon des principes de solidarité à ceux qui en ont le plus besoin. Donc c'est vraiment, et c'est des sommes considérables par rapport à ce qui existe déjà, puisque le budget de long terme de l'Union européenne, c'est autour de 1 000 milliards sur 1 200 milliards sur 7 ans. Le plan de relance, Next Generation EU, c'est 800 milliards sur 3 ans, 6 ans, 3 ans jusqu'à 6. C'est un peu compliqué, mais sur un temps beaucoup plus réduit. Donc, c'est des sommes considérables qui ont été empruntées en commun et qui vont être redistribuées comme une expression directe de la solidarité européenne. Et là, une partie de cet argent, la plus grosse partie de cet argent va être redistribuée dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience qui correspond au plan de relance de l'Union européenne. Ces plans de relance, ils doivent avoir 3 dimensions très claires: la transition écologique, la transition numérique et la convergence sociale. Donc, dans ces plans, quand la Commission européenne a négocié ces plans avec les États membres, qui comportent à la fois des réformes et des investissements, on s'est toujours assuré que les investissements verts, les réformes vertes, prenaient en compte les aspects sociaux. Et par exemple, je peux donner un exemple pour la France. Quand le plan de relance européen va financer MaPrimeRénov' et la rénovation des logements sociaux, on a bien fait attention que dans
la construction de ces dispositifs, il y avait bien une préoccupation pour le coût, pour l'accessibilité pour les ménages les plus modestes. Donc, dans la construction du plan de relance, puisqu'on met ensemble les efforts pour affronter la transition numérique, la transition verte et pour promouvoir la convergence sociale, on se préoccupe de ces interactions avec des effets potentiels importants compte tenu des sommes engagées. Donc ça, en partie, ça répond à votre question sur l'interaction entre le vert et le social. Donc on a deux aspects. L'intégration de ces plans de relance et ce fonds vert, ces fonds pour la transition juste. Il existe un autre fonds qui est spécialisé sur les territoires qui vont être affectés par la transition carbone de façon très dramatique, où là, il y a de l'argent qui est mis sur la table pour vraiment accompagner ces transitions dans des territoires qui dépendent, par exemple, d'usines à haute intensité carbone. Et là, l'argent va être affecté à la formation des travailleurs, à la reconversion des territoires, etc. Pour donner un exemple, le volet social de tous les plans de relance est important. C'est vrai aussi pour la France. Pour donner un exemple, il y aura 2,5 milliards d'euros qui vont aller à la formation et à la reconversion et le perfectionnement professionnel de la population active. Vous savez que c'est une grande priorité en préparation des transitions vertes et numériques également. 4,6 milliards vont aller à l'emploi et à la formation des jeunes, sous forme d'aide à l'embauche pour les contrats d'apprentissage. Par exemple, il y aura plus de 333 000 contrats qui vont être financés jusqu'à fin 2021. Donc je peux citer beaucoup d'exemples de la façon dont le plan de relance a un impact social, y compris en France. Le plan de relance va financer aussi la modernisation des hôpitaux et la rénovation de jusqu'à 800 établissements de santé dans toute la France. Ça illustre qu'avec ces plans de relance, on a vraiment fait un pas en avant dans la solidarité européenne pour promouvoir des normes sociales et de préparer ou de combattre les effets, de compenser les effets sociaux de la transition verte et numérique. Je voudrais juste rajouter un point sur le fait que quand le plan de relance finance l'amélioration des normes sociales dans les pays partenaires, ça bénéficie à la France. C'est ce qui a été dit avant. Donc, quand la Roumanie adopte un système de revenu minimum qui va avoir un impact sur les salaires, etc., ça rend le dumping social moins potentiel, moins mordant. Quand la Grèce investit dans les compétences de façon massive, ça bénéficie à la circulation des travailleurs et à leur préparation pour être mieux armés face à ces transitions numériques et vertes. Donc, il y a vraiment eu un pas qui a été franchi avec ce dispositif qui est très important. Je voulais juste dire un autre point est-ce que je peux faire mon point sur le mécanisme sûr? Non, on verra s'il y a des questions, okay. Parce que Marcel voulait rebondir 2 minutes. Pardon. Et puis Claire-Vie voulait rajouter des choses, mais en plus, Isabelle, vous ne nous avez pas parlé non plus donc dans les questions, peut-être il faudra y penser, de comment parfois la Commission engrange des petites victoires dans certains pays membres qui sont peu médiatisés, mais qui font quand même avancer les choses. Donc peut-être on pourra y revenir. Vous nous parliez tout à l'heure, avant la table ronde, de l'Espagne, donc peut-être on pourra aussi revenir là-dessus. D'abord, je donne crédit à tout ce que vous avez dit, Isabelle. C'est complètement vrai et il ne faut pas du tout négliger les bons en avant qu'on a fait en quelques mois. C'était inimaginable il y a 5 ans en arrière encore. Non, je voudrais insister sur
sur le fait qu'on ne peut pas prendre le social que sous l'angle des protections ou des filets de sécurité, quels qu'ils soient. Ils sont indispensables, indispensables. Et encore une fois, je signe tout ce que vous avez dit. Mais pour m'expliquer tout simplement, en France, on a un salaire minimum. Les travailleurs de la propreté en Île-de-France, qui sont, je ne sais pas, 5 ou 600 000, ont un salaire moyen de 700 €. Donc le salaire minimum n'empêche pas les travailleurs pauvres. Et la question, je crois que la situation vers laquelle on va ne peut pas, le politique, qu'il soit national ou européen, ne peut pas se contenter, même s'il le fait, et il faut le faire, et il y en a qui ne le font pas assez, d'apporter du baume sur les plaies qui existent. La question structurelle à laquelle on est confronté, c'est dans la nouvelle économie vers laquelle on va, qui est inéluctable, comment cette question de faire du travail une forme d'épanouissement, de bien-être, soit une clé d'entrée. Justement pour ne pas avoir à développer trop de systèmes d'assistance. Il y a un truc qui est très intéressant à regarder, c'est toujours ce que sont les inégalités primaires dans un pays et ce que sont les inégalités après redistribution. Et la France se distingue par un... Et il faut regarder tous les pays européens, les pays européens sont mieux que nous, se distingue par un niveau d'inégalité primaire élevé, ce qui explique le besoin considérable de moyens sociaux pour rétablir les choses après coup. Mais je ne suis pas sûr qu'on tiendra longtemps comme ça dans les tensions que subissent nos sociétés. Merci beaucoup Marcel. Alors Claire-Vie, vous vouliez justement apporter des précisions sur cette question du salaire minimum, puisque c'est dans les tuyaux actuellement à la Commission européenne, l'idée d'adopter un salaire minimum européen, alors qu'on sait qu'il y a de très très fortes disparités de salaires au sein de l'Union, y compris dans les pays qui ont mis en place des salaires minimums. Il y a des écarts extrêmement importants. Donc voilà, on aimerait un petit peu savoir où ça en est, sachant que dans son discours sur l'état de l'Union de 2020, la nouvelle présidente de la Commission avait bien dit « il faut que le travail paie ». Il serait temps, j'ai envie de rajouter. Et donc, où on en est pour que le travail paie et qu'il paie un peu partout en Europe? Oui, merci beaucoup. Alors effectivement sur les salaires minimums, puisque c'est un sujet un peu épineux en ce moment, donc il y a déjà, juste pour rappeler, il y a 21 États membres sur 27 qui disposent d'un salaire minimum légal. Et effectivement, vous l'avez dit, les écarts sont de toute façon très importants. Le salaire minimum au Luxembourg, il est 7 fois plus élevé que celui en Bulgarie. Voilà, on passe de 2140 € à 311 €, donc c'est énorme. Deux petites nuances quand même. Quand on exprime ces données en standard de pouvoir d'achat, les écarts sont quand même beaucoup moins importants. On passe d'un ratio, pour cet exemple, par exemple, de 1 à 7 à 1 à 3. Donc déjà, il faut rappeler ça. Et en plus, on voit aussi que les écarts, les salaires minimum augmentent plus rapidement dans les pays du Sud et de l'Est. Donc il y a quand même une convergence qui est en marche. Donc c'est un peu la situation aujourd'hui. Et donc effectivement, la directive relative à des salaires minimums adéquats était une mesure phare du programme d'Ursula von der Leyen, notamment parce qu'en fait, on voit sur la dernière décennie que la pauvreté au travail dans l'Union européenne a augmenté, ce qui est très grave et très inquiétant. Et en plus, finalement, la pandémie, elle a aussi touché des secteurs où il y a une forte proportion à bas salaire. Donc cette directive, elle est d'autant plus pertinente. Et donc, elle a été proposée l'année dernière, à la fin du mois d'octobre de 2020. Et elle joue sur deux volets. Donc d'abord, c'est améliorer le caractère adéquat des salaires minimums, donc avec des critères de fixation stables, avec des actualisations régulières et avec l'implication des partenaires sociaux. Et deuxième volet très important, c'est vraiment la promotion des négociations collectives, surtout dans les pays où il y a des taux de couverture de négociations collectives qui sont bas. Pourquoi ça c'est important? Parce qu'en fait on voit dans les pays, qui affichent un taux de couverture des négociations sociales élevé, ils affichent donc une faible proportion de travailleurs à bas salaire, des inégalités salariales qui sont moins importantes et des salaires minimaux qui sont plus élevés.
Donc promouvoir les négociations collectives, c'est extrêmement important. Alors où on en est? Bon, d'abord il y a eu des petits retards parce qu'il y a des avis qui ont été demandés aux services juridiques du Parlement et du Conseil concernant le bien fondé de la base juridique de cette directive. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, elle n'est pas censée, elle ne doit pas agir directement sur les salaires et les rémunérations, mais ici ce n'est pas le cas, on n'agit pas directement sur les salaires, on agit sur le cadre de fixation des salaires. Donc déjà il y a eu ces choses à clarifier. Ensuite, au Parlement, les négociations sont déjà assez intenses, bien sûr, mais on va plutôt vers un renforcement du texte, notamment sur ce taux de couverture des négociations salariales. Et il y avait initialement aussi des appels à porter le salaire minimum à 60% du salaire médian, qui correspond donc au seuil de pauvreté. Donc à voir si les parlementaires vont reprendre cette proposition ou pas. Normalement, le texte sera voté en commission d'ici la fin du mois et en plénière d'ici la fin de l'année. Mais par contre, c'est vraiment au Conseil qu'il y a des blocages qui sont importants. Et notamment, on en a parlé un peu tout à l'heure sur les différences, sur les différents systèmes, des modèles sociaux en Europe, notamment de la part des pays nordiques, en fait, qui sont très, très, très réticents à voir l'Union européenne légiférer dans ce domaine parce qu'ils ont vraiment peur d'une ingérence dans leur modèle social. Et donc voilà, les discussions restent au stade préliminaire, elles sont déjà compliquées, mais bon, la commission, notamment le commissaire Nicolas Schmit, est très impliqué dans ce dossier. Et la présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui va commencer au 1er janvier, veut vraiment porter ce dossier. Donc je pense que les discussions vont s'intensifier. Mais il ne faut pas oublier que si les discussions sont compliquées au Conseil, ça veut dire qu'après, il y a encore moins de marge de manœuvre pour négocier avec le Parlement. Donc à voir ce qui va se passer sur les salaires minimaux. Après, si je peux me permettre, j'aimerais bien aussi parler peut-être d'un autre dossier qui va être porté par la présidence française de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne, pardon, et c'est la directive sur la transparence salariale. Moi, je pense que c'est un sujet extrêmement important et qui s'inscrit vraiment dans le combat de l'Union européenne pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Historiquement, il y a eu quand même des grandes avancées. On est au rendez-vous de l'histoire, donc j'en profite pour caser l'affaire des frênes. C'est un cas juridique de 1976 qui a été porté par Eliane Fogel-Polski et que je considère personnellement comme une mère de l'Europe sociale. Donc je vous invite à vous renseigner là-dessus, mais ça a trait justement à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Mais du coup, voilà, la directive proposée par la Commission, elle s'inscrit dans ce combat et elle est extrêmement importante. Et je pense qu'il y a plein de bonnes propositions, notamment pour éviter voilà, les inégalités salariales même avant l'embauche, avec l'interdiction de demander le salaire précédent, avec l'obligation pour les entreprises de plus de 250 salariés de publier les écarts salariaux entre les hommes et les femmes, et puis d'avoir aussi bien sûr des plans d'action pour y remédier. Donc voilà, il y a plein de bonnes propositions, il y a plein de bonnes choses dans cette proposition, mais bien sûr ce sera pas suffisant pour faire que l'écart salarial soit à 0 finalement, parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai même pas dit, mais il est à 14,1%, ce qui est quand même énorme. Mais après, voilà, il faudra aussi agir sur d'autres causes, notamment le fait que les femmes ne soient pas représentées dans les postes à responsabilité. Un sujet très important aussi, les secteurs dans lesquels les femmes sont surreprésentées sont beaucoup moins payées et sous-évaluées. Et ça, on l'a vu avec la crise du Covid. Et ça, c'est un sujet qui est extrêmement important. Et je pense que le sujet des soins et du secteur des soins, c'est quelque chose sur lequel il faudra vraiment travailler. Et enfin, aussi le fait que tout simplement les femmes prennent la majorité des tâches domestiques et familiales qui font qu'elles passent souvent au temps partiel ou que finalement elles interrompent leur carrière et en fait on voit que l'écart salarial il est peut-être qu'à 14,1%, donc ce qui est déjà énorme, mais que l'écart des pensions de retraite il est à 30% en moyenne dans l'Union européenne, et ça pour la situation de précarité des femmes c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment agir. Et bon, je termine rapidement, j'en profite d'avoir la parole pour finir sur la jeunesse. Parce que c'est quelque chose qui a été vraiment mis en avant dans le discours sur l'état de l'Union de la présidente von der Leyen en septembre dernier, le 15 septembre dernier.
Elle propose d'ailleurs de faire de 2022 l'année européenne de la jeunesse. C'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on a un taux de chômage qui, entre 2019 et 2020, un taux de chômage des jeunes qui a augmenté de presque 2 points de pourcentage. Dans l'Union européenne, il y a 13,6% des jeunes qui n'ont ni emploi ni formation, et ça va jusqu'à 23% en Italie, c'est énorme. Et voilà, donc il y a plein de choses qui ont été faites par la Commission européenne, notamment renforcer la garantie européenne pour la jeunesse, notamment augmenter le budget d'Erasmus de 80%, c'est extrêmement important pour faciliter l'insertion des jeunes sur le marché de l'emploi. Mais comme l'a dit Eddy aussi, je pense que le sujet de l'environnement, c'est vraiment un sujet sur lequel on peut mobiliser la jeunesse et créer un peu aussi cette envie d'Europe. Et du coup, je vais finir sur les mots de Jacques Delors, parce que c'est notre maître à tous. c'est notre maître, et c'est pour lui qu'on va dire que je travaille. Mais parce que voilà, je pense qu'il a inspiré beaucoup de gens peut-être dans cette salle. Il disait comment fera-t-on l'Europe si les jeunes ne voient pas en elle un projet collectif et une représentation de leur propre avenir. Donc voilà, c'est un petit appel à la jeunesse de Jacques Delors. Merci beaucoup. Il n'a pas pris une ride, Jacques Delors. Merci beaucoup. Alors, on a un petit peu de temps, pas beaucoup, mais un petit peu pour des questions. On n'a pas le droit au micro baladeur, donc il faut poser votre question comme ça. Oui, alors il y en a une tout de suite en haut. Alors, il va falloir parler fort. Merci beaucoup. Alors, est-ce que... Oui. Ah, d'accord. Alors, j'ai peut-être laissé d'abord la réponse. Est-ce que tout le monde a entendu la question? Parce qu'on n'a pas de micro. Alors, qui souhaite répondre? Alors, Claire-Vie, je laisse la parole à la jeunesse, qui a incarné à cette table par Claire-Vie. Et nous en sommes ravis. Et puis après, Isabelle, parce qu'on a le droit de s'exprimer même si on a plus de 30 ans. Donc, je m'inclus là-dedans, évidemment. Voilà. Merci. Je vais commencer, mais effectivement, je serais ravie si Isabelle Maquet pouvait compléter mes propos. Donc d'abord, il y a une annonce assez intéressante et sur laquelle j'ai assez peu de détails, mais donc je serais ravie d'entendre Isabelle là-dessus. C'est un nouveau programme annoncé par la présidente de la Commission le 15 septembre dernier. Ça s'appelle ALMA. Et ce serait effectivement un programme de mobilité alors on se dit la mobilité, bon, il y a déjà Erasmus, c'est bon, mais en fait ce sera un programme, je crois, plutôt destiné aux jeunes justement dont j'ai parlé, sans emploi et sans formation, pour qu'ils aient une expérience à l'étranger. Et donc c'était un peu un angle mort en fait d'Erasmus. Donc je laisse ce point un peu en suspens pour Isabelle. Mais voilà, c'est déjà un programme sur lequel, en plus il y a beaucoup de programmes aussi européens sur lesquels je pense qu'il y a un problème d'information et sur lequel il y a aussi beaucoup de choses à faire. Il y a aussi donc, toutes les questions de formation. On en a parlé un peu avec les plans de relance. C'est un sujet qui peut être fédérateur au niveau européen et vraiment, je pense que la Commission a beaucoup fait dans le domaine de la formation entre le European Education Area, je ne sais plus que la traduction en français, mais il y a plein de choses qui sont faites dans ce domaine. Il y a des initiatives qui arrivent sur les microcrédits, sur les comptes individuels de formation. Donc voilà, je vous invite à plus vous renseigner là-dessus, mais la formation, c'est un sujet qui est très important au niveau européen. Et ensuite, peut-être sur le point peut-être que je voulais insister, mais on parle moins
On parle beaucoup des initiatives pour les jeunes, mais on parle peut-être aussi moins de la qualité de ces initiatives. Et il faut faire attention à ce que ça ne précarise pas la jeunesse. Et donc la Commission a proposé aussi des cadres pour s'assurer de la qualité des stages. Donc avec notamment le fait que les stagiaires ils aient vraiment déjà un salaire, mais au-delà de ça, vraiment qu'ils aient un tuteur qui soit là pour les accompagner, une vraie description de poste. Donc il y a vraiment aussi des choses à faire sur la qualité de la formation. Mais je dirais que les deux grands aspects de la politique européenne de la jeunesse, c'est la mobilité et la formation. Merci. Alors Isabelle. Oui, je voudrais juste enfoncer le clou pour dire que donc le Fonds social européen et en partie les plans de relance qui doublent presque la mise sont derrière la garantie jeune, la montée en puissance de la garantie jeune. Et quand on finance les actions telles que la garantie jeune, non seulement on met de l'argent sur la table, enfin on complète les budgets nationaux, mais en plus on diffuse les bonnes pratiques. Parce que les États membres discutent entre eux, je n'ai pas tellement parlé de cet aspect-là, les États membres discutent entre eux de leur politique, échangent leurs bonnes pratiques et reçoivent des recommandations spécifiques sur la façon d'améliorer leurs dispositifs. Par exemple, pour la garantie jeune en France, la France a amélioré ses dispositifs de profiling. Je suis désolée, je ne connais pas le mot en français. Pour mieux identifier ceux qui ont vraiment besoin de soutien et aussi pour accélérer le soutien. C'est-à-dire qu'on rentre dans la garantie jeune, on est identifié comme un jeune ayant besoin de soutien et l'action a été beaucoup accélérée à travers le dispositif et à travers l'expérience des autres États membres. Je connais assez bien le cas de l'Espagne, ça a eu un impact assez important, on peut parler de succès. Et je pense que ces dispositifs, la montée en puissance d'Erasmus, la montée en puissance de la garantie jeune, qui a été étendue jusqu'à 29 ans, c'est vraiment des dispositifs qui marchent et donc c'est bien de construire. Le dernier dispositif dont a parlé Claire-Vie, c'est ALMA. C'est vraiment, la Commission prend acte que certains jeunes n'ont pas accès à ces dispositifs de mobilité et veut concentrer les efforts sur justement ceux qui en ont le plus besoin, et y compris via la mobilité dans le cadre de l'apprentissage. Mais je veux dire qu'il faut vraiment prendre en compte le fait que c'est des dispositifs qui marchent, donc on les fait monter en puissance, on les fait évoluer et ils prennent de l'importance. Merci beaucoup. Alors, vous aviez une question? Oui. Oui. Déjà, merci pour vos interventions. Suivante. Des groupes industriels, pharmaceutiques, pétroliers, depuis quelques décennies, ont délocalisé leur activité hors des frontières européennes, dans des pays où le travail est moins cher et où les contraintes écologiques sont moins difficiles. Toujours dans une recherche effrénée au profit. Et l'Europe pallie à ces délocalisations, donc pallie au chômage et aux problématiques écologiques, en finançant un certain nombre d'actions. C'est ce que vous nous avez expliqué. Moi, ma question, c'est cette production qui est délocalisée hors des frontières européennes et qui est revendue après au niveau européen, qui est importée dans nos contrées. Qu'est-ce qui peut être fait au niveau de l'Europe pour arriver à stopper cette hémorragie que l'on a? Parce que cette hémorragie en termes d'écologie et en termes de travail, il y a un moment donné, l'Europe ne va pas toujours pouvoir pallier ces problématiques. Donc, quelles sont les solutions que l'on peut trouver au niveau de l'Europe pour arrêter cette hémorragie? Et deuxièmement, il y a une piste que je pense qu'on pourrait également utiliser. Elles sont parallèles, ces deux pistes, une piste européenne, mais une piste au niveau des syndicats ouvriers. Quelles sont les relations qu'ils pourraient développer et où en est-on pour justement aider les pays qui sont hors nos frontières
et dont l'exploitation est intenable, inhumaine, le travail des enfants, l'exploitation, enfin bon, j'en passe, vous connaissez les problématiques que ça peut générer. Je pense à l'Afrique, je pense évidemment à l'Inde, je pense à la Chine, enfin bon, et bien d'autres pays qui nous entourent et avec lesquels les relations pourraient être autres. Merci. Merci beaucoup. Alors, je pense que peut-être je vais laisser Isabelle répondre sur la première partie de la question et Marcel peut-être sur la deuxième. Ah, sur la première aussi. Bon, bah alors... Très rapidement, mais c'est clair que la pandémie a mis en lumière certains aspects néfastes de la mondialisation non maîtrisée, notamment l'autonomie stratégique, et que dans les tiroirs de la Commission, il va y avoir des propositions pour essayer de relocaliser certaines industries. Disons, là, c'est un cas d'opportunité. Hein, donc, le moteur, ce n'est pas forcément les conditions de travail, mais avec la transition verte, les effets de la pandémie sur notre indépendance stratégique, il y a un peu une prise de conscience qu'on ne pouvait pas remettre des pans entiers de nos chaînes de valeur à l'extérieur de l'Union. Donc ça, peut-être, ça va contribuer à la relocalisation de certaines industries. On parle aussi de taxes carbone aux frontières pour s'assurer que la taxe carbone, enfin que l'augmentation du prix du carbone qu'on va promouvoir à l'intérieur de l'Union européenne n'est pas mise en cause par les importations. Voilà, il y a des pistes. Mais je vais laisser la parole à... Pardon. Oui, moi je rebondis sur la taxe d'ajustement aux frontières pour le carbone. Je pense que c'est la bonne voie, puisque ça voudrait dire que, par exemple, une entreprise qui a délocalisé une activité hors d'Europe et qui émet du CO2 devrait payer une taxe sur les produits qu'elle importe quand elle en a besoin. Et donc, en fait, ça efface l'intérêt quand il est financier. Et donc, moi, je crois beaucoup à cette mécanique-là. Et je pense que, c'est presque un autre sujet, mais dans les années la question de fond, c'est la capacité de l'Union européenne à peser dans le concert mondial. Le monde de demain exige qu'on décide qu'un certain nombre de choses sont des biens communs. On est en train de le faire sur la question du climat. Quand on dit qu'on fait payer le prix du carbone, qu'on va arriver à la neutralité et qu'on met une taxe d'ajustement, on fait du carbone de fait, enfin du non-carbone, un bien commun. Et donc il y a des questions sociales, des morceaux des questions sociales qui doivent devenir des biens communs, et l'Union européenne doit être moteur de la promotion de ça. Moi, je crois qu'il y a un enjeu majeur, mais ça sous-entend une Europe beaucoup plus politique que ce qu'elle est aujourd'hui. Sur la question de la situation des travailleurs au niveau international et du syndicalisme international, il est démuni. Il est démuni parce que, je vous explique pourquoi. En Inde, je crois que 95% des travailleurs sont des travailleurs de l'informel. Dans le monde, l'OIT nous dit que 50% des travailleurs n'ont pas de contrat de travail. 50% dans le monde. Et donc, dans ces pays-là où les syndicats existent, mais organisent surtout les travailleurs formels, c'est-à-dire des franges limitées, pour partie les travailleurs formels, mais très très peu, il faut s'appuyer beaucoup plus sur les ONG qui organisent ces travailleurs-là, notamment en Inde. Il y a des organisations syndicales qui ont des partenariats avec ces associations. Donc c'est un peu comme ça que les choses se font, mais on vide la mer avec une petite cuillère. Hein. Là, on va prendre une dernière question. Je suis désolée parce qu'on n'a plus que 5 minutes. Donc là, il y a un bras qui va avoir une crampe dans pas longtemps. Allez-y. Ah, Jacques Delors, hein.
Qui souhaite répondre? Eddy. Peut-être juste une phrase. D'un point de vue institutionnel, je ne sais pas, mais du point de vue des opinions publiques, il le faut et ça devient une nécessité, notamment pour les plus jeunes. Non, mais c'était une parenthèse. Claire-Vie. Juste aussi peut-être très rapidement, je n'ai pas de réponse parfaite à cette question, mais déjà, juste dans les discours au niveau européen, il y a des choses qu'on entend qu'on n'aurait jamais entendues il y a 10 ans. La révision, voilà, un nouveau contrat social, la révision des indicateurs. Il y a aussi peut-être M. Marcel me contredira, mais il y a aussi une déclaration qui a été faite au niveau des syndicats, enfin du patronat, sur le fait de devoir revoir les indicateurs pour que les indicateurs économiques, sociaux et environnementaux soient au même niveau. Donc je sais que c'est pas parfait, mais ça reste déjà un changement vraiment de discours et de logiciel au plus haut niveau. Donc après, à voir comment ça va être fait dans l'initiative concrète, on verra. Mais vraiment, quand on entend les discours de certains commissaires, notamment de Nicolas Schmit, vraiment, il y a un changement, je pense. Isabelle, peut-être, oui. Juste pour avoir passé plus